Merci, bonsoir tout le monde. Merci à Aka Expertise qui est venu ici me rencontrer ici dans mes cabinets. Je suis Rigobert Elarion Mbaye, je suis ingénieur général d'agriculture, je suis expert en développement rural et je dirige un cabinet qu'on appelle Ingénierie Conseil et Développement ici à Tchinga. C'est 7 ans déjà que je suis sorti de l'administration. Avec l'expérience que j'ai eue avec 16 ans à la recherche agricole, j'ai également fait 9 ans à la vulgarisation agricole et j'ai également fait 5 ans dans l'enseignement agricole. Ça signifie que j'ai balayé le triangle de développement qui parle de la formation. Il faut former les gens, il faut assurer la recherche et il faut vulgariser les produits de recherche. Nous allons parler ce soir de l'entrepreneuriat agricole. Pas seulement l'entrepreneuriat agricole, mais l'entrepreneuriat de manière générale. Vous savez que la plupart des pays africains, y compris le Cameroun évidemment, propissent ou bien voient les PME, les PM, les petites et moyennes entreprises, que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine industriel, dans le domaine de transformation, qui restent dans la précarité et qui disparaissent avec le temps. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de ces entreprises agricoles. Pas seulement agricoles, mais au niveau des entreprises en général. C'est pour ça que nous, à l'intérieur du cabinet ICD, en coopération avec la coopération allemande, excusez-moi la tautologie, nous avons développé un outil que nous avons appelé l'école d'entrepreneuriat agricole. Mais en réalité, ce n'est pas seulement l'école d'entrepreneuriat agricole, c'est une école de vie. Comment faire pour sortir nos entreprises de la précarité. Étant entendu qu'une entreprise, même si c'est une exploitation familiale, c'est déjà une entreprise. Si 3, 4, 5 personnes se mettent ensemble pour cultiver, je ne sais pas, du blé, de l'arachide, du manioc à une certaine échelle, c'est déjà une entreprise. Si des personnes se mettent ensemble pour récolter la tomate et pour essayer de transformer cette tomate, que ce soit au niveau de l'État, c'est-à-dire que les services de l'État, bien des PME, ou PME, de petites et moyennes entreprises, c'est déjà une entreprise. Donc pourquoi ces entreprises-là, la plupart ferment? Pourquoi les entreprises restent dans la précarité? Et pourquoi, qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir le producteur agricole, pour sortir nos entreprises de la misère? Parce que vous allez voir des gens qui démarrent aujourd'hui, 1 mois après, 2 ans après, 3 ans après, ça ne fonctionne plus, c'est fermé. Quand nous nous sommes retrouvés avec la coopération allemande, nous nous sommes demandé pourquoi est-ce que les entreprises et les producteurs dans leurs petites entreprises restent dans la précarité. À cette époque, nous étions 4 pays. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria. Nous avons démarré avec ces 4 pays. Aujourd'hui, nous sommes à peu près dans 19 pays. Alors on a mis ces pays dans des poules de réflexion. Les Camerounais, nous étions 3, on est allé dans notre poule de réflexion. Les Ivoiriens, ils étaient 4 également. Les Ghanéens, comme c'était au Ghana, ils étaient à peu près une dizaine, 17, quinzaine. Et puis le Nigeria, il était seul. Bon, alors chacun est parti de son côté et la question était de répondre pourquoi est-ce que les entreprises agricoles restent dans la précarité? Pourquoi le producteur agricole croupit toujours dans la misère et finit par mourir dans la misère? Alors de tous ces pôles de réflexion, une seule réponse est venue de partout. La première chose, les gens en s'engageant dans une activité ne s'organisent pas. L'organisation, c'est le maître mot. La deuxième chose, c'est que le peu qui sort de cette inorganisation est mal géré. Voilà les 2 choses qui font que la plupart de nos entreprises ferment et tombent dans la ruine. Bon, alors on s'est demandé qu'est-ce que nous pouvons faire face à cette maladie? L'inorganisation et la mauvaise gestion. Et c'est ça qui a créé aujourd'hui ce que nous on a appelé l'école d'entrepreneuriat agricole. Alors, cette école d'entrepreneuriat agricole, il y a plusieurs écoles. L'entrepreneuriat agricole a plusieurs axes.
Vous pouvez développer ça à l'université, vous pouvez développer ça au niveau BTS, vous pouvez développer à l'école primaire, mais nous, on s'est rabaissé au niveau de la plus petite entreprise familiale. Comment, sachant déjà la maladie, où est-ce qu'on trouvait les remèdes? On s'est donc assis, on a dit, ok, non, on a les experts qui sont venus d'Allemagne, il y a les experts qui sont venus de Belgique, et les experts qui sont venus de ces 4 pays. On s'est dit, mais essayons de faire quelque chose. Et nous avons donc développé ce que nous appelons des modules de formation. Parce qu'on a dit, est-ce qu'on fait des émissions à la radio? Est-ce qu'on fait des dépliants pour donner dans tous les pays où nous allons passer? Est-ce que nous faisons des émissions à la télévision? Parce que tout ça est passé avant dans les outils de vulgarisation. Pour que les gens sachent que quelque chose existe quelque part. Il y a eu beaucoup de méthodes qui ont été utilisées. Ok, on s'est dit non, écrivons quelque chose qui restera pour la pérennité. Et allons vers les gens qui ont les entreprises pour leur expliquer comment s'organiser et comment bien gérer le peu qu'ils ont. Il y a par exemple ce que nous appelons le coût unitaire. C'est-à-dire à combien je veux produire ceci et à combien je vais vendre ça. Si je prends dans le sens agricole, les gens ne savent pas. Dans cette organisation-là, je dois m'organiser dès le départ à savoir ce que je vais injecter et ce que je vais gagner. Est-ce que ce que j'ai en main va me permettre de démarrer mon activité et aller jusqu'au bout? Sinon, ça ne sert à rien de démarrer et de ne pas arriver au bout. Parce que dans le sens agricole, l'entreprise te donnera si tu arrives au bout. C'est pour ça que vous allez voir les gens démarrent les cacaoyères. Il dit, je veux faire 100 hectares. Il arrive là, 15, 20, 50 là. Ses forces sont finies parce qu'il ne sait pas planifier. Et il y a d'autres également qui veulent transformer la tomate, par exemple. Il démarre, il ne s'assure pas du marché qui va lui fournir la tomate. À un certain moment, il n'en a plus. Conclusion, il ne peut pas continuer l'activité. Et ainsi de suite. Donc nous avons mis cette école en place pour dire aux gens que, première des choses, il faut se planifier. Planifier, c'est avoir un plan de ce que je veux faire jusqu'au bout pour que j'ai la rentabilité. La rentabilité signifie seulement que qu'est-ce que je gagne. Et ce qui tue également la plupart de nos entreprises, c'est que il y a plusieurs types d'activités que je peux faire. En mettant 1000 francs ici, 1000 francs là vont me créer combien? En mettant 1000 francs ici dans cette activité, je vais gagner combien? En mettant 1000 francs, nous appelons ça la productivité du capital. C'est-à-dire que si je mets un capital ici, ça a le potentiel de me produire combien? Les gens ne savent pas ça quand ils démarrent l'entreprise. Conclusion, il s'est dit à un moment, mais je me suis trompé. Je devais démarrer par le cacao, je devais démarrer par le maïs qui est short season cropping, je devais démarrer par ceci parce qu'il n'a pas vu dès le départ comment s'organiser. Et dans cette organisation-là, il y a également que la plante me demande de lui donner quelque chose avant qu'elle ne me donne ce que j'ai. Ah oui, le plant de maïs va te donner les pieds de maïs. Si tu lui donnes les conditions propices pour que ça te donne les pieds de maïs, conclusion, si vous ne connaissez pas les conditions que les pieds de maïs, la culture du maïs demande et vous vous lancez là-dedans comme ça, sans organisation, ah ben non, c'est foutu, vous ne pouvez pas. Le maïs ne va pas te donner ce que tu attends de lui si tu ne lui donnes pas à l'avance ce qu'il veut. Ce n'est pas possible. Donc, pour l'organisation, nous devons connaître, c'est pour ça que nous avons cette école-là, vous voyez ici l'école d'entrepreneuriat, nous avons démarré dans les pays où nous sommes, où j'ai dit là, actuellement nous sommes dans 19 pays en Afrique. C'est ce qui me fait voyager partout, pour évaluer les projets, pour voir est-ce que ça avance, et partout où nous sommes passés, il y a eu de la lumière. Partout où nous sommes passés, et notre école d'entrepreneuriat, c'est 5 demi-journées. Nous travaillons avec les producteurs. 5 demi-journées. On vous apprend 12 modules de formation, y compris la planification, les mesures, comment s'alimenter, money in, money out, c'est-à-dire que si je mets de l'argent ici, qu'est-ce que je veux gagner? On t'apprend l'épargne, on t'apprend la vie associative. Tout ça est résumé dans tous les documents que vous voyez là sur la table. Donc, le premier remède, c'était l'organisation. Et nous sommes aujourd'hui à même d'organiser des groupes, d'organiser des entreprises, d'organiser des groupes de producteurs et leur dire que rentrez ici, vous aurez telle ou telle rentabilité par rapport à ce couloir qui va vous donner telle ou telle rentabilité. Maintenant, du côté de la gestion, il faut savoir que dans toutes les activités agricoles,
nous avons ce que nous appelons la vallée des larmes. C'est-à-dire que vous allez d'abord investir avant de récolter. Vous allez d'abord planter avant de récolter. Donc, il faut connaître, quand on parle de gestion, maintenant la deuxième problématique qui fait que les entreprises tombent, on parle de gestion. Ça signifie que tu dois savoir, toi en tant qu'entrepreneur, que en m'engageant dans cette activité, je dois d'abord mettre temps avant de récolter après telle ou telle période. Si vous croyez que je vais m'engager aujourd'hui et je récolte aujourd'hui, ça c'est des entreprises précaires. C'est pour ça que vous voyez les mototaxis, les gens se lancent là-dessus. Les gens se lancent dans le plus facile où ils veulent gagner le lendemain. Conclusion, là également, on demeure dans la précarité. Et comme j'ai dit, nous devons calculer la rentabilité. J'ai une petite entreprise qui veut faire, je ne sais pas, les petits blocs-notes ou bien les cartes de visite. Vous avez la pression des amis, il y a tel frère qui ne travaille pas, pardon, est-ce que tu peux le prendre là-bas? L'entrepreneur doit calculer. Et nous appelons ça la productivité du travail. C'est-à-dire que, avec quel type de personnel et avec quel quota de personnel, mon entreprise peut avancer et prospérer. Vous allez voir des entreprises où on recrute des gens qui n'ont même pas la spécialité à l'intérieur de ce que l'entreprise fait. Mais parce qu'on veut subvenir aux besoins de la famille, on veut subvenir aux pressions des amis, aux pressions de la famille, nous prenons des gens dans nos entreprises au-delà de la limite des possibilités de la main-d'œuvre que nous pouvons supporter. Donc, nous également, ici au cabinet, nous sommes à mesure de vous dire, faites attention, tel que vous allez avancer là, la main-d'œuvre que vous avez là, elle est de trop ou bien en deçà. Il vous faut une main-d'œuvre qui est dans la moyenne pour permettre que votre entreprise puisse gagner. Donc, dans tout ce que nous faisons en Afrique maintenant, vous allez voir qu'il y a des grandes sociétés comme la Sodécoton, comme Faso Coton, comme la Socoma, où j'ai travaillé, ça c'est des sociétés cotonnières au Burkina, qui ont des problèmes chaque année. Parce que pour que le producteur mette en place le coton, il lui faut la bonne semence que la société doit donner. Ok. Maintenant, on leur donne la semence. Il faut s'assurer dans l'itinéraire de production qu'ils ont également les produits phytosanitaires appropriés. Il faut leur donner ça. Et il faut à la fin les aider à la récolte et surtout acheter le produit final. Ok. La plupart de ces projets sont mis en place dans les États pour résoudre également des problèmes sociaux. Parce qu'il faut occuper les gens, il faut que l'État... Bon. Mais maintenant, l'argent pour acheter la semence vient d'où? L'argent pour acheter les intrants, les pesticides, les insecticides vient d'où? L'argent pour suivre les producteurs tout au long de l'itinéraire, la production du coton, vient d'où? Et l'argent pour acheter le coton vient d'où? Les États n'ont pas cet argent parqué quelque part. Donc ça signifie que la plupart des gens qui sont mis en place doivent chercher cet argent. Et si cet argent vient des budgets de l'État, et vous connaissez tout ce que nous on a par rapport au budget de l'État. Conclusion, j'ai travaillé à Materi. Materi, c'est une localité du Bénin, à la frontière avec le Burkina. Les producteurs se sont organisés après cette école au Bénin. Ils disent que mais chaque année, les gens de la société cotonnière là, nous coupent l'argent pour les engrais. Et ils amènent toujours cet engrais-là en retard. Est-ce que nous ne pouvons pas nous organiser après tout ce que l'école a eu à nous apprendre pour que nous achetons nous-mêmes nos engrais? Voilà. Donc, puisque de toute façon, la société elle-même qui amène les engrais en retard, c'est parce qu'elle n'a pas pu avoir l'argent à temps pour acheter ces engrais à temps et les donner aux producteurs à temps. Or, la plante ne t'attend pas. Conclusion, quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat agricole, qui dit je vais acheter les engrais ou bien je vais acheter les pesticides et qui ne peut pas les avoir à temps ou bien avoir les semences à temps, voilà déjà un facteur qui fait que c'est contraignant pour lui, il ne peut pas s'en sortir. Et la plupart de nos entreprises tombent donc de cette façon. Et nous croyons donc que tout ce qu'il nous faut faire maintenant, vous avez beau produire ces documents, Doing Good Business with Quality Cassava, c'est-à-dire ça vous apprend l'itinéraire du manioc. Vous avez beau faire Doing Good Business with Quality Cocoa, l'itinéraire du cacao. Tout ça là, ça demeure théorique. Allons
chez des gens qui veulent comprendre et apprendre, et qui sont engagés. La plupart des amis nous voient, bon, je vais créer une cacaoyère, je vais faire une palmeraie, je vais faire une bananeraie. Je leur dis, vous êtes seulement dans le rêve, vous rêvez encore. Revenez sur terre. Même ceux qui sont en activité, ils ont démarré la palmeraie, ils ont démarré la bananeraie. Tu leur demandes c'est quelle superficie, ils ne connaissent pas. Vous avez injecté combien dedans, ils ne connaissent pas. Vous avez commencé à récolter votre bananier plantain, vous êtes à quel taux de rentabilité, ils ne connaissent pas. Vous avez récolté tant de régimes déjà, ils ne connaissent pas. Conclusion, mais tu te demandes d'où leur viennent les fonds qu'ils injectent là-bas. Parce que si c'est votre argent à vous, mais vous ne pouvez pas naviguer à vue comme ça. Donc ils ont peut-être des sources d'argent, on ne connaît pas où ça vient, mais si vous voulez rentrer dans l'entrepreneuriat agricole tel que nous le faisons dans une quinzaine de pays maintenant, là, il faut premièrement s'organiser. Deuxièmement, parce que c'est l'organisation qui tient tout. Deuxièmement, savoir que les sous, les biens qui viendront de là peuvent me permettre de supporter mes charges pour que mon entreprise puisse augmenter. C'est pour ça qu'il est très facile pour nous d'évaluer les projets maintenant. Parce qu'ici également, nous faisons dans l'évaluation des projets. J'ai évalué le Carbap, j'ai évalué la SOEDA dans un projet de microfinance pour savoir est-ce que la plupart de ces projets, est-ce que ça vaut la peine que ça continue ou bien ça vaut la peine qu'on les arrête. Et dans la plupart des cas, nous tombons dans des situations malheureuses où les gens ne savent même pas d'où ils sont partis, la situation de référence. Parce que quand on te dit, il faut développer le bananier plantain dans la sous-région, les pays sont à quel niveau de développement du bananier plantain? Et je veux les amener à quel niveau? Vous arrivez dans la plupart des temps, les gens ne connaissent même pas la situation de base. C'est pour ça qu'il est très facile d'évaluer les projets. Donc nous retenons en définitive que il faut rentrer dans l'entrepreneuriat agricole, il faut rentrer dans l'école d'entrepreneuriat agricole que nous avons développée avec la coopération allemande pour que nous puissions aider nos populations à la base, pour que nous puissions aider les petites et moyennes entreprises qui veulent décoller dans ce domaine-là et pour que les gens comprennent que pour décoller, il faut s'organiser. On dit qui veut voyager loin, ménage sa monture. Si tu ne te planifies pas, si tu ne te organises pas, si tu ne t'évalues pas, ah, sorry for you, tu es un gars mort. Et c'est ce qui tue nos entreprises. Tu n'es pas programmé, c'est ça qui nous tue. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que, par exemple, tu mets le cacao ici, year one. Ça, c'est production cacao. Year one. Quand tu mets le cacao, tu ne commences pas à le récolter tout de suite. Tu vas passer 3, 4 ans, 5 ans avant d'avoir les premiers fruits. Les premiers fruits maintenant que tu peux chercher à les vendre. Si tu as donné au cacao ce que le cacao t'a demandé, c'est pour ça que pour le cacao, les gens auront les fruits à 3 ans, d'autres auront à 4 ans, d'autres auront à 5, d'autres auront à 6 ans, dépendant de comment tu as d'abord donné au cacaoyer ce que lui veut. Si tu ne lui donnes pas, lui aussi retarde par rapport à ce que tu lui demandes. Donc, quand on demande à Year One, tu as d'abord ici là, ce que nous appelons la vallée de l'arbre. Et puis, tu vas descendre là. Ici, à ici, 4 ans. Minimum d'investissement. Alors, dans ton entreprise, vous avez à 5 à 10 à 15, vous voulez faire la cacaoculture. Est-ce que vous avez prévu que ce que nous appelons la vallée de l'arbre là, que ça existe et ça va durer comme ça? Conclusion, vous allez embaucher des gars ici en première année. Au terme de la 4e année, vous êtes incapable de payer ces gens. Vous êtes incapable de les payer. Conclusion, l'entreprise où vous avez mis 5, 15, 20, 30 millions. Attends, dans la vallée de l'arbre là, VL là, vous ne réussissez pas à subsister. Les employés, l'entreprise se disloque. Mais vous avez déjà investi. Vous avez déjà investi. Ce que vous avez investi là est parti où? Bon, donc, à partir de la 4e année, là, tu décolles. Et tu es ici à la 7e, 8e année. 8e année. Ça commence donc à te donner la pleine production.
Et cette pleine production va durer jusqu'à 30 ans. Donc si je pars ici à 8, j'ai ici 38 ans. Jusqu'à 38 ans, j'ai la bonne production. Mais comme la loi normale, c'est que nous naissons, nous grandissons, nous partons, nous vieillissons. On est ici, on croit, on a le maximum de force ici. Après un moment, on commence à péricliner. Donc, le cacaoyer n'échappe pas à cette loi, n'importe quel plan. Même la maison aussi. Après un temps. Donc, après ici, la production commence à décroître. Et vous allez voir des gens qui ont des cacaoyers de 100 ans. Même dans les grandes sociétés, vous allez voir les sociétés de VA là. Vous allez voir les sociétés de palmiers à huile, là, les socapalmes et tout le reste là. Quand la plante a atteint son maximal, c'est-à-dire que sa production maximale, à un certain moment, ça commence à péricliner. Et on te dit, fais attention, à partir de ce moment-là, tu dois régénérer. Mais les gens ne savent pas. L'école d'entrepreneuriat te dit ça. Les gens ne savent pas. Donc, un fonctionnaire commence à travailler. Ok. Il ignore que son travail là va durer 25 ans. Et qu'à un certain moment-là, quand il va commencer à décroître là, il n'aura plus de ressources. Il n'y a pas de maison à Yaoundé. Il n'y a pas de maison au village. Il n'y a pas la voiture. Les enfants sont dans les universités. Madame ne travaille pas. Conclusion, organise-toi l'école d'entrepreneuriat agricole. Ça, c'est un document du Burkina Faso pour le riz. Et on adapte ça avec pour toutes les spéculations. Ça, c'est l'ANACART. Ça, c'est un document du Bénin. Il y a également des documents de Côte d'Ivoire. Là. On adapte ça partout. Vous voyez des gens, ils prennent un crédit. Il veut sortir de la location. Ok. Il prend le crédit. Mais comme il ne s'est pas organisé dès le départ, il commence à monter sa maison par pain de terre parce qu'il n'a pas assez de force pour aller vers les briques. Il arrive au chaînage. Comme il ne s'est pas organisé, l'argent est parti dans toutes les directions. Il arrive au chaînage. Ah, il ne peut pas continuer. L'argent est fini. Donc il n'entre pas dans la maison. On commence à couper le crédit. Et il reste en location. Mais conclusion, lui rentre dans ce que nous appelons le cercle vicieux de la pauvreté. Et c'est partout en Afrique. Donc, et comme c'est en briques de terre, quand les pluies vont arriver, il met le plastique là. Quand le vent vient pas 2-3 fois là, il abandonne. La pluie retape ça et ça revient à zéro. Basic. Mais c'est fini. Mais prenez l'exemple des gens qui prennent le crédit scolaire. Chaque année, ils prennent le crédit scolaire parce que le crédit scolaire finit un mois avant septembre. Le mois avant septembre, c'est quel mois? Août. Le crédit scolaire finit en août. Comme il n'a rien en réserve, comme il gagnait un peu d'argent, 150 000, le crédit scolaire coupé 90 000, d'abord il a vécu serré. Il doit repartir dans le crédit scolaire. Conclusion, c'est comme ça que nos entreprises fonctionnent. Je vous remercie beaucoup.